T'as entendu ça? Le jour du dépassement a eu lieu en été. Mais attends, tu crois qu'on a dépassé quoi? Parce que ça revient tous les ans en plus. Bon, à force de dépasser et dépasser encore, on va peut-être finir par être les premiers. Mais les premiers à quoi? Aujourd'hui, on va parler du dépassement des limites planétaires. Alors je sais, ça n'a pas l'air très réjouissant, mais il me semble intéressant de te présenter ces limites pour que tu saches ce qu'elles signifient vraiment. Tu es prêt? C'est parti! Le concept des limites planétaires n'est pas nouveau et a longtemps fait débat, notamment sur la façon de le mesurer. En 2019, une équipe de 26 chercheurs a affiné le concept en définissant 9 limites planétaires. Cette équipe, composée d'un prix Nobel de chimie, d'un climatologue de la NASA, rien que ça, a publié les résultats scientifiques dans la revue Nature. Autant te dire que cet article a fait beaucoup de bruit à l'époque. Les scientifiques ont identifié 9 limites planétaires, dont 7 qui sont quantifiées. Cela veut dire qu'on connaît les seuils à partir de quand ces limites deviennent irréversibles. Non, mais ça veut dire quoi ça? Que la fin du monde est proche, comme en 2012? La fin du monde, je ne sais pas, mais ça ne promet rien de bon. En fait, ces limites planétaires sont considérées comme des limites à ne pas dépasser si, je cite, « l'humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c'est-à-dire en évitant les modifications brutales, des modifications potentiellement catastrophiques ». Et d'ailleurs, on sait que 4 limites sont déjà dépassées de manière irréversible. La première, c'est la perte de biodiversité. Je vais te partager quelques statistiques à ce sujet, publiées par les Nations Unies en 2020. Je te préviens tout de suite, ça peut faire un peu peur. Le taux d'extinction des espèces est 10 à 100 fois supérieur à celui qu'on a connu au cours des 10 derniers millions d'années. Plus de 40% des amphibiens sont menacés d'extinction. 33% des stocks d'animaux marins sont dans un déclin irréversible en raison notamment de la surpêche. Il s'agit principalement de poissons d'intérêt commercial, mais cela touche aussi les populations d'animaux marins qui font partie de leur chaîne alimentaire. 50% des coraux de récifs ont disparu par rapport à 1850 et on prévoit leur disparition complète à cause du réchauffement climatique. Entre 1700 et 2020, 85% des zones humides ont disparu. Et elles sont pourtant indispensables pour une grande partie du vivant, mais on les a supprimées pour faire de l'agriculture et de l'urbanisation. 70% des espèces invasives ont drastiquement augmenté dans 21 pays agricoles majeurs. Voilà, ça te donne une idée de la situation concernant la perte de biodiversité. Waouh, rien que ça? Bon bah ça y est, je suis complètement déprimé pour les 3 prochaines années. Il ne faut pas le prendre comme ça. L'objectif est surtout de prendre conscience de tout ce qui se passe. Allez, parlons des 3 autres limites. La deuxième limite planétaire, c'est la crise climatique dont on reparlera plus tard. En troisième, on retrouve la crise du cycle de l'azote et du cycle du phosphore. Et enfin, on a le cycle de l'acidification de l'océan. Le CO2 libéré par les activités humaines se retrouve en partie dans l'eau, ce qui crée un mélange acide. Et ça pose des problèmes à pas mal d'animaux. Alors observons ensemble le graphique qui apparaît. Ah, un graphique, ça m'avait presque manqué. Quand on le regarde dans son ensemble, 2 limites sont considérées comme fondamentales puisqu'elles peuvent entraîner le système terrestre vers un nouvel état. Ces 2 limites sont la perte de biodiversité et la crise climatique. Pourquoi la perte de la biodiversité est-elle fondamentale ? Bien souvent, l'existence d'une espèce est possible grâce à l'existence d'autres espèces qui gravitent autour. Si l'une d'entre elles est menacée, cela peut entraîner la disparition des autres espèces qui en dépendent. Tiens, par exemple, imagine qu'on enlève les pollinisateurs, comme les abeilles, dans une région. Eh bien, toutes les espèces de plantes qui dépendent de cette pollinisation ne peuvent plus se reproduire et sont condamnées au déclin. D'ailleurs, dans certaines provinces chinoises, on fait aujourd'hui appel à des ouvriers agricoles pour aller polliniser à la main des pieds de tomates, des pommiers, des poiriers, puisque les pollinisateurs ont disparu à cause notamment des pratiques agricoles de la région. Attends, donc si je comprends bien, l'agriculture tue les pollinisateurs dont elle a besoin pour fonctionner? C'est un peu ça, oui. La deuxième limite fondamentale, c'est la crise climatique. Bon, je suis d'accord, c'est un sujet très large et on aura certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, ces 2 limites posent problème car elles ont énormément d'inertie. Tu vois,
Le CO2 met environ 100 ans à se dégrader, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on arrête les émissions de CO2 tout de suite que le problème lié au CO2 diminuera très rapidement. C'est là où on a un très gros problème avec ces deux limites. Dès qu'on arrive à une perte de biodiversité ou à une crise climatique, cela engendre alors des réactions en cascade qui mettent beaucoup de temps à s'arrêter. Biodiversité, crise climatique, bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Eh bien malheureusement, ce ne sont pas que des mots. Ces limites posent de vrais problèmes de viabilité pour les écosystèmes. Et concrètement, quand la biodiversité disparaît, on a non seulement des soucis d'approvisionnement, moins de poissons par exemple, mais on a aussi des répercussions sur des espèces supports qui nous aident sur plein d'activités. Tiens, par exemple, dans la pharmacie, les laboratoires pharmaceutiques s'appuient beaucoup sur la biodiversité pour leur activité. Imagine que demain, on enlève les forêts primaires dans lesquelles il y a des poches de biodiversité très élevées. Eh bien, certains laboratoires pharmaceutiques ne pourront tout simplement plus générer de nouvelles molécules. Je ne sais pas si tu le savais, mais plus de 50% des médicaments vendus sous ordonnance sont issus de molécules provenant de la nature. Donc sans cela, il y aura une perte économique évidente pour les entreprises pharmaceutiques. Bon, et puis au-delà de ça, qui dit changement climatique dit augmentation en fréquence des incidents majeurs, c'est-à-dire des catastrophes naturelles. Par exemple, si un ouragan comme Katrina se répète tous les ans, ou si des gigantesques incendies comme on a eu en Californie se reproduisent, ou en Australie ou en Amazonie, alors on subira des pertes colossales, et il faut pouvoir les endiguer. Quand une crise est petite, c'est gérable, mais on voit bien que quand cela se généralise, eh bien on ne peut plus modéliser les dégâts qui sont générés, et on ne peut plus les assumer. Pour conclure en une phrase, on peut dire qu'il y a un vrai problème à détruire les conditions de stabilité de la planète, puisque ce sont ces conditions qui nous permettent précisément d'avoir une existence plutôt sereine. Bon, j'espère que cet épisode ne t'aura pas trop déprimé. L'objectif est simplement de t'aider à y voir plus clair pour que tu puisses réagir comme bon te semble. Et pour continuer dans cette lancée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.